Merci à vous. Bonjour à tous. Dans cette seconde partie, nous allons vous présenter une autre application, donc une ville sonore. Donc c'est le fruit d'un travail collaboratif entre 4 structures différentes. Donc, par exemple, le projet a été porté et produit par La Petite, développé par le studio d'Alsace, avec la participation d'Anata Multimédia et du collectif 4-4. Donc nous avons le plaisir d'accueillir 2 représentants de La Petite, Billy Le Courtois et Robin Plusquelec. Donc nous vous remercions de votre participation à la journée. Pour présenter La Petite, en quelques mots, c'est une structure culturelle fondée et basée à Toulouse depuis 2005, qui s'est engagée à soutenir des artistes et des projets artistiques. Donc il développe dans la région, pour la région du Midi-Pyrénées, le logiciel SmartFR depuis 2010. Donc c'est un logiciel de simplification administrative destiné aux artistes. C'est également une association qui réalise des événements culturels comme des concerts, des festivals. Donc, en 2012, par exemple, ils ont invité le Worldwide Festival de Jim Peterson à Toulouse. Donc, pour ce qui est d'une ville sonore, donc c'est une application qui propose donc une visite d'un musée à ciel ouvert. Donc ici, le centre-ville de Toulouse et ses monuments historiques. Pour ce faire, le dispositif se présente comme un audio guide géolocalisé avec une interface en réalité augmentée. Donc je vais laisser la parole à Émilie Le Courtois et Robin Plusquelec afin qu'ils puissent nous présenter l'application. Merci beaucoup. Donc bonjour, Émilie Le Courtois, je dirige La Petite. Alors je vais vous présenter la première version de Ville Sonore, en fait, ce qui nous a permis d'expérimenter le projet, et je vous expliquerai dans un second temps ce qu'on prévoit en fait comme évolution du projet, là où on veut le mener à terme. Donc dans un premier temps, en fait, on a imaginé, au travers de 8 points commentés de la ville de Toulouse, et d'un entretien avec Gérard Villeval, qui est le conservateur du musée du Vieux Toulouse, une visite commentée autour de 8 points emblématiques de la ville de Toulouse. Notre idée à travers ça, en fait, c'était... alors, La Petite, effectivement, est une structure culturelle dont l'approche est surtout sonore. Donc c'était de travailler la notion de son plutôt que d'image. Et donc on a, pour ces points commentés avec Gérard Villeval, travaillé d'abord avec le collectif Catégorie 4 sur de l'interview, avec un mix de travail d'archives et de création sonore à proprement parler. Donc les 8 points commentés aujourd'hui sont aussi agrémentés d'un visuel, en fait, avec le principe de la réalité augmentée. Donc on avait utilisé les petits symboles que vous voyez en fait là à l'image sont des signes du télégraphe, en fait, qui est un petit clin d'œil du coup au premier système de communication rapide qui a été inventé. Donc c'est des bras articulés, en fait, qui permettaient de transmettre un message d'une ville à une autre, plutôt que d'envoyer des messagers à cheval, ce qui pouvait prendre un temps assez long. Donc
Ça, c'est l'interface quand vous ouvrez sur la version test. Ensuite, vous avez deux manières d'appréhender ce parcours. Soit en mode live, donc ce que vous voyez avec un petit radar géolocalisé où les points jaunes désignent les situations, enfin les points géolocalisés, là où vous allez trouver de l'information. Donc si vous tournez, vous voyez que vos points ne sont plus dans le faisceau du radar. Donc ça vous permet de vous orienter dans la ville. Si vous êtes trop loin de ces points, vous avez une manière de les voir, en fait, qui est le mode carte, qui là, du coup, indique les points vraiment sur une carte géographique. Et le troisième onglet qui raconte ce qu'est l'application. Donc ça a été expérimenté en toute fin 2012, en fait, dans le cadre d'un festival à Toulouse qui s'appelle La Novella, qui est dédié aux arts et aux sciences, avec un pendant culturel. Et à la suite de ça, on a imaginé en fait développer un peu plus le projet de manière à se concentrer sur l'expérience utilisateur, sur une expérience très sensible, et donc d'abandonner un petit peu le principe de la réalité augmentée qu'on avait, qui est assez qui est intéressante en soi, mais qui est fastidieuse. C'est-à-dire qu'on se promène avec le nez sur son téléphone, et là on a un peu de mal à se concentrer quand même sur le son. Donc on a décidé de partir vers une plus grande simplification et de se dire que l'application devait se lancer comme un player, comme on lance son iTunes ou n'importe quoi pour se promener, et qu'on devait être sur le plus simple possible et faire oublier la technologie. Donc demain, ce qu'on envisage pour cette application, c'est de pouvoir en fait développer les bornes sur tout Toulouse en fait, et d'avoir une balade totalement immersive où partout où on se promène on a du son, une balade qui soit totalement subjective, c'est-à-dire qu'on ne choisit aucun niveau de parcours. Nous on va implémenter des thématiques histoire, culture, vie quotidienne pour raconter Toulouse avec à la fois du son, des commentaires, du son d'archives, enfin un certain nombre de contenus mixés, mais on ne pourra pas choisir ces niveaux. C'est-à-dire qu'on sera pris totalement en otage. L'idée étant de faire une découverte totalement poétique de la ville et donc d'être vraiment, voilà ce que je vous disais, sur un accès très simple, direct et en immersion complète. On va essayer de travailler sur le son binaural pour être vraiment dans ce système-là. Du coup, pour l'avantage en fait, pour une ville dans un cadre comme ça, c'est de pouvoir valoriser en fait ces espaces, de créer en fait un décor à une bande son imaginée par des artistes et de s'inscrire vraiment dans la thématique des villes dites intelligentes ou communicantes, de créer un rapport aux citoyens. Le parcours, on le veut immersif et on le veut aussi évolutif, c'est-à-dire qu'en fonction de l'heure de la journée ou du jour de la semaine ou d'un événement particulier, on pourra changer le contenu. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais la même balade. Donc ça nécessite en fait pour nous un gros travail de création sonore. Donc à l'heure actuelle, on est en train d'y travailler parce qu'on se heurte à quelques soucis techniques qu'on devrait arriver à résoudre dans les prochains mois, mais notamment sur la question en fait, d'embarquer tout le son pour éviter de se retrouver avec cette problématique de géolocaliser en permanence le téléphone et donc de vider la batterie en un rien de temps et de se retrouver avec des blancs au cas où du coup on n'a plus de réseau. Ce qui nous couperait de cette expérience utilisateur et de système immersif. Donc ça veut dire qu'on téléchargera une application qui grosso modo sera quand même un peu lourde. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler, et puis de travailler aussi à la constitution de ce contenu, puisque mapper toute une ville en son, ça demande quand même un gros travail. Voilà le projet Ville Sonore. Aussi, en fait, on parlait d'un projet musical, notre saison musicale s'appelle The Waiting Room, qui est en fait une série de 8 rendez-vous dans la ville de Toulouse, qui sont des clubs événements. Et en fait qui s'implantent dans plusieurs lieux spécialement de création contemporaine et du patrimoine. Et en fait avec cet événement on a créé un flyer interactif utilisant la réalité augmentée qui est en fait un guide pour le spectateur pour découvrir la programmation et le lieu de la prochaine soirée. Donc à côté de ça on a créé une médiation via nos pages Facebook et le site internet et aussi avec les commerçants de la ville. Donc on a
on a parcouru la ville de Toulouse, on parle du projet Zoé Toulouse parce que quand même la petite s'est installée sur la ville, ils connaissent bien le projet, surtout au niveau des festivals. Et comme on est quand même pas mal en train de se lancer, pour s'installer dans le numérique, on a décidé de l'intégrer aussi dans notre programmation musicale, de créer un lien. Et du coup, les spectateurs peuvent trouver le flyer dans plusieurs points de distribution officiels de la ville. Donc il suffit qu'ils aient ce flyer et qu'ils le gardent toute l'année puisqu'on a 8 rendez-vous. Et donc on tient au courant sur nos pages des réseaux sociaux quand est-ce qu'ils peuvent scanner le flyer. On scanne le flyer avec l'application Augment. C'est notre graphiste en fait qui fait le visuel. Et du coup il est mis à jour régulièrement. Et le spectateur est au courant du lieu de la soirée et de l'artiste qui jouera. Et ensuite de ça, pour les personnes évidemment qui ont un smartphone, on le lance une semaine plus tard sur nos réseaux sociaux. Voilà. Merci Robin. En fait, effectivement, c'est un projet plus global de la petite de travailler en fait sur son territoire, sur la manière d'amplifier en fait une ville et de la partager avec les publics, donc d'investir des lieux musicalement parlant et d'utiliser le numérique en fait comme facteur d'amplification. Merci beaucoup pour cette intervention. Voilà, maintenant, à vous la parole, s'il y a des questions. J'ai une question que je me pose aussi moi, c'est une question que je me pose aussi moi par rapport à mon propre parcours. Vous avez au départ vous êtes artiste, vous venez du domaine artistique et vous êtes en train de développer un outil pour permettre à vous-même de faire des choses, mais aussi peut-être à d'autres. Donc du coup, vous déplacez en fait d'un territoire d'action à un autre. Comment est-ce que vous situez, où est-ce que vous vous situez, puis comment est-ce que vous voyez ce changement en fait? Est-ce qu'il est facile? Quelles sont les problématiques que vous rencontrez, notamment dans le financement, notamment dans la relation avec des utilisateurs qui deviennent des clients, enfin, ce n'est pas les utilisateurs qui deviennent des clients, mais vous êtes face à des clients qui sont des collectivités et qu'eux-mêmes ont des utilisateurs, donc c'est ce déplacement-là qui n'est pas évident, et puis j'ai l'impression qu'on est pas mal de gens en train d'expérimenter ça, puis je voudrais essayer d'avoir une histoire là. En fait, du coup, la petite, elle représente des artistes, donc on n'est pas artistes nous-mêmes. Là, dans le cadre de ce projet, c'est le collectif Catégorie 4, qui est un collectif sonore qui a beaucoup bossé. Effectivement, on s'est rapproché le modèle économique était compliqué parce que c'est des investissements qui sont très lourds, donc c'est pour ça qu'on parle de projet de co-création. En fait, on avait des développeurs sur le territoire qui s'appellent Tazas, qui ont développé pendant un certain temps une sorte de boîte à outils gratuite qui s'appelle Junayo, qui est développée en Allemagne, et du coup qui propose des outils de géolocalisation, de réalité augmentée. Et à force d'expérience, ils ont réussi du coup, eux, à développer leur propre système. Et ils démarrent. Donc c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir chacun investir un peu et expérimenter. Mais il y a j'ai entendu effectivement que sur Paris, il y avait des agences qui avaient trouvé des gros moyens qui les mettaient à disposition des artistes. Quant au rapport avec la collectivité, nous on a toujours eu ce rapport de toute façon de client, entre guillemets, avec de clients en donneur d'ordre, enfin on appellera ça comme on veut, mais c'est vrai qu'on est partenaire de la ville depuis assez longtemps. Ça ne change pas du coup, on est toujours cette interface entre la collectivité et l'artiste, donc ça ne change pas grand chose. Par contre, ce sur quoi on a beaucoup axé, c'était la volonté que ce soit une application qui soit totalement gratuite pour le public et que ce soit la collectivité qui au final finisse par investir sur ce projet-là. Donc c'est en cours, mais comme on est en pleine élection, c'est très compliqué. Du coup, c'est-à-dire qu'on est encore dans un moment d'expérimentation et de comment on va dire ça, d'horizon technologique pas bouclé, parce que la technologie du théâtre ou du cinéma, alors, elles ont mis longtemps à se développer, mais c'est des technologies complètement immersives. Quand on va au cinéma, on est immergé, quand on va au théâtre, on est immergé, quand on va dans une free party, on est immergé, quand on fait une fête, on est immergé. Enfin, il y a tout un tas d'endroits, de lieux où, en particulier avec le son, on est immergé avec des techniques qui ont mis du temps à se développer.
Et là, ce que je dis quand même, c'est qu'il y a encore du travail à ce niveau-là, c'est que la multiplicité des entrées possibles, notamment par la géolocalisation, on n'est pas encore avec des technologies suffisamment simples, peu coûteuses, pour que vous puissiez monter un dispositif où vous ne posiez pas des questions de patrie, ce qui a priori sont des questions qu'on pourrait imaginer ne plus se poser si la technologie était active. Ah bah complètement, et puis la problématique qu'on a en tant qu'artiste, c'est que souvent on a affaire à des gens qui développent des technologies, qui vendent très très cher, et que la relation n'est pas toujours évidente, et qu'ils ont toujours tendance à surévaluer leurs dispositifs technologiques. Donc les premières pistes nous, de développement ont été compliquées, puisqu'on avait affaire à... Avant de trouver Tazas, du coup on nous proposait des devis qui étaient quand même... assez effrayant. Donc à l'heure actuelle, ce qui nous coûte plutôt cher, en fait, c'est de pouvoir trouver les petits patchs, d'aller résoudre les problématiques en dehors de ce que eux savent faire. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas abouti complètement. Sinon, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'applications de découverte des villes sur le territoire national, c'est sûr. Je voudrais revenir sur votre rapport avec la ville de Toulouse. C'est traité chez eux de la part sous un angle touristique, sur la vie, le développement local, la vie urbaine, ou la question culturelle, pas du tout, le développement économique. Quel est un petit peu, qui est-ce qui vous suit et comment la collectivité appréhende cette démarche-là? Alors, on a une collectivité qui est très très impliquée sur la question du développement du numérique, d'ailleurs qui candidate au French Tech en ce moment. Du coup, là, notre interlocuteur est sur le numérique, en fait, sur la question du numérique, avec quand même en lien l'Office du tourisme. C'est vrai qu'il est très intéressé à développer ce genre de choses, puisque c'est pour eux, c'est un des enjeux, en fait, maintenant des découvertes des villes, et que ce soit... Enfin, ils se tournent de plus en plus vers des nouvelles formes de tourisme, ils ont développé les systèmes de greeters, voilà, donc les deux services sont intéressés. Et la culture nous suit aussi parce qu'on est un acteur culturel de départ, mais c'est vrai que je pense qu'ils comprennent un peu moins l'enjeu que le secteur de l'innovation. Et en rapport avec ça, je voulais savoir comment il s'est fait le choix en fait de la personne qui nous guide en fait, de Gérard Villeval. Ouais. Ben, en fait, ce qui est intéressant, Gérard Villeval, c'est une personne qui est très âgée, qui détient du coup une connaissance de Toulouse assez impressionnante, qui a un accent très très typique pour le coup, donc on a une vraie balade subjective avec toutes les caractéristiques du territoire. Et ce qui nous intéressait en fait, c'est son rapport très, très intime à la ville. Donc on est sur le côté très anecdotique. On est loin de l'audio-guide classique avec une voix robotisée qui va nous expliquer qu'ici, en 1950, s'est passé tel espace. Là, on a l'impression d'être en proximité avec lui, qu'on nous raconte, on nous susurre des anecdotes qu'on ne trouverait pas ailleurs. C'est vous qui l'avez choisi? D'accord. Et ça a été enregistré sur place? Ça a été enregistré au musée, directement. Alors, c'est un entretien qui a duré très très longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur la ville de Toulouse, donc on sent sur certains points qu'il est essoufflé, en fait, qu'il commence à fatiguer. Voilà, c'est assez marrant. J'avais une question. Oui, J'avais une question par rapport aux apporteurs de contenu sonore. J'ai pu comprendre qu'il y avait ce collectif de créateurs sonores, et d'un point de vue économique, dans vos écosystèmes, comment vous intéressez ces apporteurs de contenu sonore? J'ai l'impression qu'ils apportent au fur et à mesure des choses, ça va s'enrichir. Est-ce que c'est simplement parce qu'ils vous aiment bien? Quel est le modèle à long terme? Alors en fait, Catégorie 4, c'est un collectif qu'on accompagne à la création depuis assez longtemps. Ça fait partie c'est le premier en fait pôle d'activité de la petite. On parlait de Smart FR, alors qui est plus qu'un logiciel quand même. Donc le premier objectif de la petite en fait, c'est d'accompagner des créateurs, donc par des recherches de financement, par des dispositifs administratifs, par de la formation. Le deuxième est de produire du contenu et le troisième de le partager.
Donc catégorie 4 a été accompagnée avec des aides à la création à plusieurs reprises. En fait là pour l'instant on investit tous, l'idée étant quand même que du coup en fait avec la ville on ambitionne d'aller chercher un FEDER, une ligne FEDER. Voilà, donc après de rémunérer tout le monde comme il se doit sur le projet. Merci beaucoup. J'avais une question à la limite qui peut rebondir, je pense, pour tous les deux. C'est vous avez évoqué la question des villes intelligentes, la dispersion de contenu dans la ville qu'on pourrait activer en passant. Vous travaillez surtout aussi à partir de bases de données d'archives. Et je voulais savoir comment vous considérez le choix de ces archives et aussi le type de point de vue qu'elles peuvent donner sur l'histoire de la ville en elle-même, etc. Et de fait, comment va se constituer quelque chose qui peut avoir un sens global et puis en même temps qui prend en compte, surtout pour Walking the Edit peut-être, cette multiplicité des sources d'archives. On sait bien que telle institution construit ses archives parce qu'elle a un objectif, c'est l'histoire de son institution, c'est aussi le point de vue de son institution. Donc c'était aussi cette question du choix des archives, du type de point de vue et du type aussi de pouvoir qui est embarqué à l'intérieur de l'archive. C'est vrai qu'il existe une multitude d'archives qui sont inexploitées, c'est un des enjeux, la numérisation d'ailleurs des archives et aussi avec l'open data de libérer de la donnée et donc potentiellement du contenu. Nous, on travaille pas mal avec du coup des acteurs culturels en place aussi, avec la Maison de l'Architecture qui est très intéressée aussi à la valorisation du patrimoine, enfin pas du patrimoine pour le coup, mais aussi de l'architecture contemporaine. Donc qui ont un certain nombre d'archives, de contenus, les musées donc on fait un travail de curation entre guillemets avec eux, de choix et qui reste tout à fait subjectif. C'est le micro. Je vais juste répondre à ça. En fait, c'est vrai que la question de l'autorité, en fait, qui va permettre l'accessibilité d'une archive. Dans mon matériel, en fait, il n'y a qu'une seule porte pour aller aller voir l'archive. Du coup, c'est cette porte-là qui nous emmène, à travers la lecture de cette autorité-là, aux archives. Là, avec le numérique, en fait, on peut avoir autant d'utilisation d'une archive qu'il y a d'autorités qui l'ont indexée. Et une autorité ne va pas en exclure une autre, c'est complémentaire. Donc l'idée, c'est qu'un contenu, un asset, enfin une ressource, en fait, peut avoir plusieurs vies différentes en fonction non pas d'une autorité qui va le définir, mais à travers la personne qui a une certaine question. Donc on renverse en fait la problématique, on dit c'est à la fin de la chaîne, en aval, qu'on va aller remonter jusqu'à l'archive en fonction d'une question et choper l'archive en fonction de notre questionnement, de notre chemin. Plutôt qu'on doit rentrer dans le chemin préétabli par une autorité, je ne sais pas, une cinémathèque, l'INA, je ne sais pas quoi. Donc c'est un renversement complet de l'entrée en fait. Et ça c'est possible par le fait qu'avec le numérique, une utilisation n'exclut pas une autre. Une indexation n'exclut pas une autre. Elles sont complémentaires. Mais par contre il faut les organiser. Il faut les créer, mais après il faut garder une logique dans tout ça. Et c'est ça qui est compliqué, mais en même temps c'est une question de... Les moyens sont là, les moyens techniques, après il faut des moyens financiers pour le faire bien. Bien sûr ça prend du temps. Mais quand on regarde effectivement ce que l'INA a déjà fait ou d'autres entités comme ça, il y a déjà une sacrée qualité et quantité qui est là. Il suffirait en fait, via l'open data, d'y avoir accès et de mettre comme une sorte de surcouche qui permet de laisser jouer les utilisateurs, spectateurs, visiteurs avec ça d'une certaine manière qui va raconter une certaine histoire avec ces contenus-là. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a des questions. En fait, j'ai deux questions. Est-ce que vous pensez que vos dispositifs pourraient intéresser sur non pas raconter la ville aujourd'hui ou même dans sa dimension passée, mais notamment je pense à Toulouse apparemment il y a de grands projets de restructuration, de requalification urbaine du centre-ville, donc pour aussi peut-être travailler sur l'évolution envisagée de la ville. Donc là, des questions d'urbanisme pour le coup et d'aménagement.
Donc ça, c'est une première question. Et pourquoi pas aussi, plus tard, des villes imaginaires aussi qui n'existent pas, donc dans la création totale d'une ville virtuelle ou un palimpseste de plusieurs villes, superposition de plusieurs villes existantes, mais qui en font une fantasmée peut-être. Et est-ce que c'est pas l'objet effectivement des dispositifs, mais est-ce que si jamais je peux pas aller à Tokyo et que vous le développez, je peux quand même le faire de chez moi, avoir une forme de participation sonore et ensuite vous faire mon film en suivant non pas une localisation GPS dans la ville, mais sur la carte. Il y a déjà des projets existants dans ce sens-là, enfin, c'est tout aussi dans la création sonore, ce qu'on appelle le landscape, qui en fait raconte un espace donné. Là, notre enjeu, c'était d'arriver à le faire en fait sur la notion de la promenade en fait, et de la dérive urbaine, un peu sur l'idée de guide de bord en fait, de se laisser aller dans un espace et de se laisser enivrer en fait par cet espace et par le son. Donc on est déjà quelque part dans une ville fantasmée ou imaginaire, puisqu'on n'est pas que sur le niveau historique. On va pouvoir se faire interpeller si on passe par exemple sur le théâtre du Capitole par une capsule parlée qui va nous raconter de manière très brève une anecdote sur le Capitole. Et on va repartir dans une immersion sonore jusqu'à ce que peut-être on se fasse alpaguer sur une cour intérieure avec une architecture très contemporaine, où là, les architectes auront fait un travail qu'ils souhaitent mettre en valeur et que nous, on aura amplifié. Donc c'est vrai qu'on ne se pose pas encore vraiment la question de historique ou pas, puisque pour nous, on est à la frontière entre les deux avec des nouveaux usages et qu'on doit être dans cette histoire de ville fantasmée. Moi, c'est à nouveau une question peut-être aussi pour les deux. Je crois que c'est une question générale pour tous ces types de projets. C'est quel niveau d'expertise il faut pour le visiteur pour arriver à quelque chose qui puisse réellement l'intéresser sans qu'il passe tout son temps sur son smartphone et qu'il puisse vraiment goûter ce qu'on souhaite lui faire goûter. Donc je sais que c'est très classique comme question, mais c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'on a vu tout à l'heure par exemple un monsieur, mais un vieux monsieur, il semblait accompagné. En fait, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment tout seul bien se débrouiller avec ce genre d'application, et y compris l'environnement qui lui est toujours très mobile. Enfin, il y a toujours beaucoup de monde autour de soi. Enfin, il peut y avoir beaucoup de monde autour de soi. La ville est vivante, hein. Elle n'est pas... voilà, donc je sais bien que tout ça, c'est en même temps à l'étape expérimentale, mais je crois que c'est une question qui va devenir récurrente. La question n'est pas si simple, parce que du coup c'est effectivement le point de départ de ce qui a guidé notre réflexion aussi. On voulait que ce soit, quand je disais se concentrer sur l'expérience utilisateur, moi j'ai beaucoup de mal, même si je manipule très bien toutes les nouvelles technologies, quand il faut avoir le nez tout le temps concentré sur son téléphone, c'est pas du tout, ça nous coupe complètement de cette poésie qu'on est en train de rechercher. Donc l'idée c'est qu'on fasse oublier complètement la technologie et que on télécharge l'application, on appuie juste sur un player, point. Et après, on remet son téléphone dans la poche et on se laisse aller à la promenade. Donc du coup, en soi, il faudra juste arriver, et ça on pourra le faire avec un partenaire du club d'entreprise qui nous accompagne, arriver à communiquer massivement sur l'arrivée de cette application pour que les gens aient le réflexe de la télécharger, mais après, en soi, ils n'auront aucune manipulation à faire. Donc on passe sur cette question. On n'est pas très fan de la démonstration technologique pour la démonstration technologique, en tout cas. Vous voyez massivement, mais en fait, il faut quand même avoir un iPhone, en fait, et je pense que c'est pareil pour Walking Gary. Donc c'est peut-être pas si massif maintenant. Comment vous envisagez cette question, surtout quand c'est des projets qui sont aussi soutenus par la ville, avec cette idée de, je pense, de démocratie. Oui, voilà, dans la mairie du monde. Mais en fait, il y a une étude qui est très récente sur Toulouse. Je crois qu'on est une des villes qui est le plus équipée, dont les habitants sont le plus équipés en termes de smartphones. Donc
Je crois qu'on était arrivé à un 75-80%, donc là on ne va pas exclure grand monde quand même. Hein. Ça se démocratise quand même énormément. Et puis sinon c'est un moyen de faire du contact, il faut trouver un ami qui a un smartphone et qui vous le prête. S'il y a d'autres questions, peut-être. Je pose encore une autre question sur justement les open data auxquels vous réfléchissez. Comment ça rentre dans votre projet? Est-ce que c'est à l'origine du projet? Quel type de données ont été données par la ville? Alors nous, elles sont ultra basiques. L'open data là, qui est utilisé, c'est les points de géolocalisation, en fait, enfin, c'est les coordonnées de rue. On n'a pas construit ça autour de ça, et malheureusement, en fait, à l'heure actuelle, les open data qui nous intéresseraient ne sont pas libérés. Donc, par exemple, du contenu culturel ou de l'accès à des archives, ils ont beaucoup, pour des questions de propriété intellectuelle, beaucoup de difficultés à libérer ce contenu. Il y a une question. Moi, je voulais juste... En fait, c'est des applications qui sont quand même vachement individuelles, même si c'est censé être partagé après. L'expérience qu'on fait en ce moment, c'est quelque chose qu'on peut vivre que tout seul, en fait. Parce que je suis allé à Londres, là, à l'Expo Bowie, et il y avait cette idée de voyager dans l'exposition avec des bornes, des bornes sonores. On arrivait devant une œuvre, et puis on avait des casques. C'était une expérience qu'on vivait chacun, c'était en même temps individuel, mais en même temps c'était collectif, parce que tout le monde avait les mêmes sons, mais différents dans le truc. Mais là, dans la ville, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout partager, même si après on peut montrer le film. Et ça, l'expérience qu'on a vécue soi-même en étant dans la ville avec la bande sonore, c'est quelque chose de vachement individuel, et je trouve ça... c'est assez rigolo de voir qu'on a des smartphones pour être connectés, mais en même temps on recherche un peu, vous recherchez en posant des applications comme ça, des trucs vachement individuels, alors que juste à côté on va avoir Facebook, Twitter, machin, pour parler avec plein de gens. Et là on retombe un peu dans une espèce de rêverie solitaire. Ouais, je trouve que c'est assumé en fait l'idée. De toute façon, quand on écoute de la musique, en général, on le fait en se baladant avec son MP3 ou quoi, on le fait tout seul. C'est difficile de faire une promenade à plusieurs avec chacun son casque sur les oreilles. Donc c'est vrai que cette question-là du collectif, on l'a pas, on l'a évacuée parce qu'on est parti de l'idée de la promenade solitaire et de la dérive urbaine d'une expérience unique. Ouais, je sais pas, pour Walking the Edit, est-ce que la question du collectif, c'est... Micro, s'il vous plaît. En fait, c'est une question importante parce que venant du cinéma, on fait une projection de 1 à beaucoup. On a une personne à avoir réfléchi, puis tout le monde se retrouve ensemble à voir le même film, après on peut discuter autour, alors que là, on se balade en parallèle, chacun vit son truc, on parle de quoi après? Qu'est-ce qu'on partage? Alors c'est là qu'il faut partager effectivement une trace, et on peut parler de cette trace, mais après c'est des formes de médiation qu'on peut inventer. J'ai fait à Genève des performances où j'ai convoqué un danseur, un musicien, enfin plusieurs personnes différentes, d'être le porteur du film, avec un haut-parleur amplifié sur le ventre. Et la personne était le porte-parole du film qui était diffusé en temps réel, et il devait faire un truc en plus que le film. Donc le danseur se mettait à danser en temps réel par rapport au film qu'il était en train de générer. Le musicien était en train d'accompagner, faire la bande-son musicale, c'était un batteur, donc il battait en fait le corps de la ville avec ses baguettes. Il y avait des spectateurs autour, et c'était une performance. Donc on peut inventer des formes de médiation, de partage de cette expérience numérique qui est personnelle, qui est une personne, mais on peut réamplifier à travers des choses comme ça, ou de se dire, on peut convoquer des gens dans une salle de cinéma, le film n'existe pas, il y a un monteur qui se balade dans la ville et qui va générer le film en temps réel. On sait que le film n'existe pas, et c'est une performance du monteur en temps réel de nous raconter un film qu'il a envie de nous raconter. Alors est-ce qu'il va y arriver ou pas? C'est ça, on est clou aussi de cette performance-là. Donc après, à nous d'inventer les formes de médiation pour socialiser, remixer, remettre en fait dans une forme de collectif, de partage collectif à travers des outils numériques. Mais c'est un
une manière parmi d'autres de le faire, mais il faut l'organiser. Mais c'est possible. Parce que ce qui serait intéressant, c'est de voir en fait votre subjectivité qui va être différente à chacune des personnes, enfin pour vous aussi. Parce que si à chaque fois ça évolue, par exemple dans la journée et tout ça, ce serait de voir la subjectivité de vous, artistes, que chaque personne va avoir en fonction des différentes heures de la journée, et la subjectivité des personnes qui les écoutent, et que ces différentes personnes qui vont écouter vos œuvres se remettent en commun et discutent en fait de ces subjectivités différentes pour essayer d'avoir un point un peu au-dessus de la subjectivité, quoi. Alors on s'est posé la question aussi du participatif, hein, quand même aussi dans le parcours, de savoir si on proposait au public de fournir du contenu sonore en résonance avec des espaces. Après, ce qui est compliqué, c'est l'histoire de cohérence aussi et de garder toujours sa ligne. Sur la question de la subjectivité par rapport au son, en fait, jamais on pourra, comme pour le cinéma ou n'importe quel médium artistique, faire écouter la même œuvre à 15 personnes différentes et ne vont pas le percevoir de la même manière. Donc déjà, cette subjectivité, elle est latente, elle est toujours présente. Nous, sur l'aspect collectif, on y réfléchit plus, justement, c'est ce que présentait Robin tout à l'heure sur les clubs éphémères, qui sont des lieux de rencontre en fait, du public et un vrai temps de sociabilité, de socialisation, comme on veut. Et c'était plus difficile de le faire sur l'application sonore. Comme question. Je voulais savoir si, comme les autres, vous étiez d'accord avec l'idée de faire partie ou d'œuvrer ce qui est appelé la ludification de l'espace public, un mot pas très joli, mais pour dire en gros qu'on utilise l'espace extérieur comme un jalon d'expérience, incitant aussi les gens à marcher, comme des narratifs. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, des mouvements, des cultures urbaines, aussi l'appropriation de l'espace public par des skaters. Je trouve ça totalement imaginatif et créatif. Et oui, j'espère faire partie de ce courant-là. Je trouve que c'est bien de transfigurer un espace qui est donné pour quotidien et qu'on sorte en fait de son chemin comme les Parisiens pressés qui enquillent des kilomètres sur des trottoirs sans regarder autour en fait l'environnement et prendre le temps de regarder. Je vais essayer de répondre à la question en lien aussi avec la question tout à l'heure par rapport à la difficulté en fait d'utiliser ces outils-là en fait. Pour moi le sésame, il n'y a pas de recette miracle, mais une manière de l'approcher c'est de nous remettre nous dans nos chaussures d'enfant. D'ailleurs, le jeu est super important. L'unification, c'est vrai que c'est un drôle de mot, mais c'est le jeu. C'est-à-dire qu'on puisse jouer, que ce soit jouable. La ville est jouable, les médias sont jouables, tout est jouable. Et en fait, c'est pas un problème, mais c'est qu'on est dans une relation de jeu, on ne peut rien casser. On peut que jouer. Et j'ai l'impression que c'est dans cette dynamique-là qu'on va mettre les gens. Et au final, qu'on comprenne ou pas tout de suite, c'est pas grave. Mais tant qu'on a du plaisir dans une mécanique de jeu, c'est déjà presque gagné. Donc la problématique de l'interface de l'expérience utilisateur, effectivement, c'est les mécaniques ludiques, jouables, qu'il faut mettre en place. Et une fois que ça s'est fait, la suite, c'est l'expérience personnelle, puis elle peut être bien, pas bien, mais c'est pas très grave, tant qu'on joue. Je vais te poser une dernière question pour finir, vu qu'il est déjà 11 heures. Et c'était sur la réception en fait. Est-ce que vous avez fait des tests? Est-ce que vous avez eu de retours? Et est-ce que vous les avez fait tester aussi à des guides en fait, pour des guides touristiques, des guides par exemple? Alors on ne l'a pas testé avec les guides en direct. En revanche, on a pas mal discuté avec les chargés de mission de l'Office du tourisme pour voir comment ça s'impliquait. Et ils trouvaient ça très intéressant parce qu'ils sont vraiment dans cette logique de chercher des nouvelles formes de tourisme et d'intéresser aussi un public plus jeune sur le tourisme, puisque ça fonctionne, leur visite guidée ne fonctionne pas, fonctionne sur un certain type de public, mais pas sur tous. Donc ils sont assez intéressés. Après sur l'utilisation, on l'a testé sur différentes formes. On l'a aussi testé en public, en fait, sur des sessions d'écoute en live, en fait, c'est-à-dire dans
dans une cave, notamment sur la fête de l'image, où du coup le collectif Catégorie 4 a diffusé une partie du contenu qui doit être implémenté dans l'application pour voir en fait comment était perçu ce contenu, ce mélange en fait entre création sonore, beaucoup d'interviews, et le public est surpris au départ mais très attentif en fait à ça. Un très bon retour. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va faire une petite pause d'une dizaine de minutes à peu près. Vous avez juste une petite table derrière avec des cafés, des jus, etc. et des gâteaux.